Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Les batteries, le domaine des batteries est excitant. Bon, au Québec, moins bonne presse, mais ça reste qu'à l'international, notamment en Chine, c'est un domaine qui a vraiment le vent dans les voiles et le prix ne fait que diminuer. Puis là, c'est un article sur lequel je suis tombé un peu par hasard aujourd'hui. Je me suis dit, c'est fascinant, le prix chute, mais à une vitesse vertigineuse. Et donc, pour en parler, mon spécialiste de l'énergie préféré, fellow associé au Cerium, Yvan Clich, merci d'être avec nous en studio. Merci. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Tu as vu l'article dont je parle? Qu'est-ce que tu fais de cette nouvelle? Est-ce que je pense que c'est plus rapide là, que ce qu'on avait anticipé dans les projections? Oui, à la limite, effectivement, il y a une décroissance fulgurante des prix en Chine, des batteries, mais aussi des panneaux solaires. Mais reparlons des batteries, effectivement, fulgurantes depuis environ de 60-80% depuis 10 ans, ce qui est absolument inattendu. En fait, c'est tellement important que les prix qu'on a aujourd'hui, c'était prévu qu'on les aurait probablement en 2030. C'est ça, donc c'est comme je dis, c'est plus rapide là, que les projections qu'on avait. Puis, tu sais, je me rappelle, il y a 10 ans, mettons, 2013, 2014, là, tu sais, une Tesla, là, qui était parmi les premières, tu sais, ça se vendait autour de 100 000 $, mais j'imagine là-dedans, il y avait comme 30 000 $ de batterie. Là, exactement. Aujourd'hui, cette même batterie-là, elle coûte, bon, peut-être pas 90%, mais elle doit coûter 5-6 000 $. Donc, ça permet vraiment de faire chuter le prix des véhicules aussi, là, éventuellement. Non? Absolument, c'est le prix des véhicules qui en profite le plus parce que la partie batterie, c'est la composante la plus importante du prix d'un véhicule électrique. Alors, effectivement, en Chine, on est déjà à des prix de 15-20 000 $ là, pour un véhicule électrique. Évidemment, ils ne peuvent pas tellement pénétrer le marché nord-américain parce qu'on a mis des tarifs de 100%. Mais chose certaine, c'est que s'il n'y avait pas ces tarifs-là, on pourrait facilement avoir des véhicules électriques à bien moindre prix ici au Québec. On pourrait circuler. Il y aurait certainement le plus grand nombre de personnes qui adopteraient le véhicule électrique. Mais là, pendant des décennies, là, l'Amérique, l'Europe, là, on avait toute la technologie, puis les Chinois étaient à la ramasse. Là, c'est un peu comme l'inverse, on dirait. Mais je voulais un peu t'entendre, parce que tôt ou tard, là, ces technologies-là, ces savoir-faire-là, on va finir par les avoir nous aussi, là, la connaissance, là, ça se transmet. Ultimement, que ce soit avec quelques années de retard, on va finir par savoir, nous aussi, faire des batteries à 90% du coût. Comment tu vois l'avenir là, un peu de cette industrie-là? Ben, c'est le pari, en fait, qu'on a fait notamment aux États-Unis avec l'adoption de l'Inflation Reduction Act, qui est une loi pro-énergie renouvelable, pro-énergie décarbonée. Donc, il y a des subventions très importantes qui sont accordées. 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars. Donc, il y a des importantes mesures fiscales pour favoriser, justement, la production de batteries. Et il y a eu beaucoup de décisions d'investissement qui ont été prises pour effectivement mettre en place des usines de production de batteries. Par contre, ce qu'on a vu, comme on l'a vu avec Norvolt, c'est pas facile de faire des batteries. C'est pas une technologie qui est si simple. Il faut quand même bâtir toute une chaîne d'approvisionnement. Il faut fabriquer des cathodes, des anodes. Il faut s'assurer d'une chaîne d'approvisionnement pour les minéraux critiques. Tout cet écosystème-là est mis en place en Chine depuis maintenant 15-20 ans. Et eux, nous, on commence. On commence. Donc, je donne un exemple très concret. Norvolt, ils avaient un problème. Il fallait qu'ils fassent venir un expert chinois. En Chine, l'expert était au bord de la rue. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et il y a toute cette dynamique industrielle, intellectuelle autour de la technologie qui fait en sorte que les choses vont beaucoup plus vite et on s'améliore de façon plus grande. Maintenant, oui, je pense qu'on a commencé la course. On vient de la commencer. Mais c'est sûr qu'on est dans des horizons de 10-15 ans avant de penser pouvoir atteindre le niveau qu'atteint actuellement la Chine. Puis là, actuellement, bon, avec l'élection de M. Trump, d'autres tarifs peut-être à venir, ben là, déjà, avec le Canada, mais passons là-dessus, les tarifs vers la Chine et tout, j'ai pas le sentiment qu'on se dirige vers un rapprochement autant que vers une divergence dans cet univers-là. Est-ce que tu penses que ça va accentuer notre retard par rapport aux Chinois de se priver de leur savoir-faire? On a deux choses sont sur la table. D'une part, l'Inflation Reduction Act, comme c'est une loi phare des démocrates, les républicains veulent en fait la retirer. Et là, on va voir, effectivement, ils vont peut-être se dire, finalement, si on fait ça, on va retarder la course industrielle qu'on a engagée pour pouvoir éventuellement atteindre le niveau de la Chine. Puis par ailleurs, il y a toute la question de, si vous êtes si en retard, soit vous essayez de rattraper le retard vous-même, tout faire tout seul, ce qui est beaucoup plus long, ou vous acceptez des partenariats avec des firmes chinoises qui vont vous faire des transferts technologiques et, à terme, vous avez des ingénieurs locaux qui en viennent à maîtriser la technologie. Or, comme le gouvernement républicain à venir est plutôt dans le mode « on veut rien savoir de la Chine », hostile,
Ben, la deuxième option est écartée de la table. On revient à la première option. Ben là, l'Inflation Reduction Act, si aussi vous mettez fin à cette loi, là, on se retrouve vraiment dans des conditions beaucoup plus difficiles pour les manufacturiers américains pour effectivement rattraper le retard technologique avec la Chine. Donc ça, c'est un enjeu vraiment qui va se poser dès la mise en place du gouvernement de l'équipe républicaine le 20 janvier prochain. Il y a quelques mois, le New York Times avait fait paraître un article, je pense qu'on avait peut-être même parlé de cet article-là tous les deux, qui montrait qu'en Californie, en fait, ils utilisaient des batteries, là, pas des batteries de voiture, là, vraiment des containers de batteries là, un peu mis dans les champs pour accumuler de l'énergie, par exemple, provenant du solaire, de l'éolien, quand il vente, quand il fait soleil, puis redistribuer cette énergie-là pour atténuer les périodes de pointe. Bon, ma question pour toi, est-ce tu vois un potentiel pour ce genre de stratagème-là, par exemple au Québec, où on a aussi un problème de pointe là, de consommation? Absolument. Il y a eu une progression fulgurante des batteries auprès des résidences en Californie, parce que les gens se mettent des panneaux solaires, puis des fois, ils se disent, ben dans le fond, on n'a pas vraiment besoin de cette énergie-là. À 2 heures l'après-midi. À 2 heures de l'après-midi, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est beaucoup mieux de l'accumuler, et ça aide le réseau, bien sûr, parce que le réseau, c'est de l'énergie qu'il n'a pas besoin de fournir. Lui-même peut, le réseau, mettre de l'énergie dans les batteries. Et puis, en période de pointe, bien, vous pouvez cogner auprès des clients et dire, écoutez, on a besoin de cette énergie-là. Allume ta batterie. Allume. Là, les gens reviennent à la maison, ils se mettent à cuisiner, il fait noir. Partent le four, partent la sécheuse, recharge l'auto élique, tous les gros consommateurs. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est bon pour le réseau. Donc, et c'est clair, le Vermont, une température, la même chose qu'au Québec. Ouais. Et déjà, le Vermont aussi s'est lancé dans un programme, justement, d'acquisition de batteries, autant pour le réseau que pour les clientèles résidentielles. Et je pense qu'effectivement, au Québec, c'est certainement une idée dont l'heure est venue. Alors, je pense que c'est une voie vers laquelle qu'on va adopter. C'est peut-être un petit peu plus loin de nous, mais ça fait des années, moi, que le concept me fascine. Tu sais que moi-même, j'ai une voiture électrique que je conduis tous les jours et c'est une batterie. Bon, deux choses. La première, c'est que, Hydro-Québec ne me permet pas de lui renvoyer de l'énergie de mon auto. Fait 3 choses. 2, mon auto n'est pas, je pense, vraiment équipée pour faire ça. Puis 3, j'ai peur que ça tue la batterie. Non, mais en tout cas, à force de charger et décharger, je pourrais le faire 4 fois par jour, là, mais l'auto, elle serait plus bonne peut-être après 3 ans. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, ça va venir, autant du point de vue technologique, autant du point de vue, disons, business, là, Hydro-Québec, là, sociologique, j'aurais envie de dire. Est-ce que tu vois de l'évolution sur ces deux plans-là? Penses-tu qu'il y a un jour où toi, puis moi, puis Stéphanie, là, on va vendre de l'énergie à Hydro-Québec pendant la période de pointe? Je pense qu'effectivement, ça va être le cas. Et ça va être fort probablement... Premièrement, les technologies sont déjà disponibles. C'est possible de le faire. Ça existe. C'est juste que c'est dans des laboratoires, là, je pense. Exactement. Et pas sur toutes les autos vendues chez non, le concessionnaire. Mais je pense qu'effectivement, c'est un bon point. Ça va venir. Et certainement que ça va rester, je dirais, une adhésion volontaire. Donc, si toi, tu sens que ta batterie, elle est trop usée par ce processus-là, ben, tu pourras dire, écoute, je veux préserver peut-être ma batterie, donc je vais passer mon tour pour la pointe ou pour les prochains jours. Mais je pense que ça va être certainement une technologie ou une façon de faire qu'on va adopter au Québec et même, de toute façon, dans tous les autres réseaux. On s'en va de plus en plus vers une bidirectionnalité, une relation là, bidirectionnelle entre les fournisseurs d'électricité et les clients. C'est clair que tous les réseaux pensent à ça parce que ça épargne des kilowattheures et ça atténue la pointe. Je sais que tu es un passionné de solaire, là, puis on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais là, tu es là, je peux pas m'en empêcher. Ça aussi, les prix chutent comme à une vitesse vertigineuse. Je l'ai raconté moi-même il y a quelques années, c'était genre 50 000 $ installé sur la maison, ça n'avait pas rapport. Là, c'est rendu genre la moitié. Là, je l'ai fait faire en début d'année, 25 000. Certains pensent que ça pourrait être encore moins là, dans quelques années, mais tu sais, à un moment donné, ça va être 10 000 $ mettre ça sur la maison. Et en plus, Hydro-Québec a annoncé qu'il allait mettre en place une stratégie là, de des appels de proposition. Oui, mais qu'elle allait aider les gens. Là, ouais. Au Québec, j'ai le sentiment que c'est très, très, très marginal pour l'instant, cette énergie-là. 2025, 2026, là, c'est-tu le début de quelque chose de majeur, tu penses? Oui, je pense qu'effectivement, le solaire a sa place au Québec, ça c'est clair. Est-ce que ça va avoir la même place que pour d'autres réseaux? Peut-être pas, parce que la production solaire n'est pas corrélée aux besoins de la consommation. Par exemple, en hiver, ben, on a besoin effectivement de plus d'énergie. Il ne fait pas beaucoup ça. Il n'y a pas beaucoup d'heures dans exactement. Alors que l'éolien, par exemple, il peut quand même vanter, même s'il se met à faire noir. À -40. Ce qui n'est pas évidemment le cas du solaire. C'est ça. Donc, c'est pour ça, je dirais un peu le désintérêt, je ne veux pas le justifier, mais certains désintérêts d'Hydro-Québec qui se disaient de toute façon, c'est une charge qui ne nous vient pas au bon moment. Mais
maintenant, on est dans un autre monde, on a besoin de tous les kilowattheures au Québec parce qu'on le sait maintenant, on est passé de surplus à une électricité. Puis on en vend, puis on a, tu sais... Oui, puis là, maintenant, on ne peut pas répondre à tous les besoins. On le sait peut-être, je pense que c'est la première fois de son histoire qu'Hydro-Québec ne peut pas vraiment répondre à tous les besoins qui sont sur la table. Donc, toute forme d'énergie qui va nous permettre d'en avoir plus va être bienvenue. Et là, le solaire va prendre sa place. Yvan Clich, toujours un grand plaisir de t'accueillir à l'émission. Je rappelle que tu es un spécialiste de l'énergie, presque notre spécialiste de l'énergie en résidence, finalement, et fellow. Cerium, c'est ça? Oui, exactement. Fellow au Cerium. Merci d'être venu en studio. Merci beaucoup. Et bonne année à toi. Merci, toi aussi.